Et voilà, 10 000 € de récupérés sur une année, grâce à quoi? Grâce au régime impatrié. Et ce fameux article 155B du Code général des impôts, qui vous ouvre des possibilités d'exonération fiscale assez importantes lorsque vous arrivez en France. Alors pour ceux qui voudraient savoir comment ne pas payer d'impôts en arrivant en France, ou en tout cas comment payer moins d'impôts en arrivant en France, vous êtes sur la bonne vidéo. On va reprendre toutes les informations importantes sur le régime impatrié via cette vidéo explicative. Même si on vous avait déjà fait beaucoup de vidéos explicatives, notamment sur les obligations déclaratives pour le régime impatrié. Là, on est sympa, on vous refait un tuto spécifique sur les plus grosses problématiques qu'on a pu rencontrer en pratique. Alors effectivement, tout d'abord, ça va concerner les personnes qui arrivent en France et qui transfèrent leur résidence fiscale en France. Et qui vont pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu, à la fois sur leur complément de rémunération dans le cadre de l'arrivée en France, donc ce qu'on appelle communément la prime d'impatriation ou le bonus d'impatriation. Mais vous avez le droit également à une exonération d'impôt sur le revenu au titre de votre activité à l'étranger. Alors on va voir que c'est dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur, pas si vous faites du télétravail à titre personnel, mais vous avez un complément d'exonération qui peut parfois bien compléter l'exonération fiscale en France. Et vous avez également une exonération sur vos revenus patrimoniaux étrangers, type dividendes ou plus-value. Bien sûr, il y a des conditions à respecter, à la fois d'être engagé en France en tant que salarié ou dirigeant assimilé, donc si vous êtes indépendant, vous n'êtes pas éligible. Également d'être recruté depuis l'étranger. Il faut faire attention puisque l'administration fiscale estime que si vous êtes déjà revenu en France avant le recrutement, vous n'êtes pas éligible. De même, il y a la jurisprudence sur les conditions de recrutement. Est-ce que répondre soi-même à une offre d'emploi en France vous exclut du régime impatrié? La jurisprudence, la Cour administrative d'appel dit non, que vous restez éligible au régime impatrié, mais on n'a pas de décision du Conseil d'État. Et également, bien sûr, il faut avoir été non-résident au cours des 5 années civiles précédant votre prise de fonction en France et ensuite fixer votre résidence fiscale en France. En sachant qu'il y a des tolérances sur l'arrivée en France, notamment de son foyer fiscal, pour pouvoir bénéficier dès la prise de fonction des exonérations en France. Et derrière, si vous êtes bien éligible, que vous remplissez les conditions pour rentrer dans le régime impatrié, vous aurez une exonération pendant 9 ans, donc l'année de prise de fonction plus les 8 années civiles qui suivent cette prise de fonction. Mais bien sûr, vous serez éligible uniquement dans votre société ou dans le groupe de société si vous êtes transféré. Par contre, si vous changez de groupe de société, vous perdrez le régime impatrié. Donc faites attention aussi à ça. Et en complément, on en parle un peu moins souvent, mais vous avez également un régime impatrié sur les cotisations sociales, cotisations retraite, qui permet potentiellement, si vous avez une rémunération déjà élevée, notamment supérieure, on va dire à 100 000 €, d'avoir un gain fiscal et social important, et là également pour l'employeur, puisque vous pourriez vous dispenser de payer vos cotisations retraite en France, à la fois cotisation employeur et cotisation salarié, si vous vous engagez à verser plus 20 000 € sur un autre produit retraite, qui pourrait être potentiellement pris en charge par l'employeur également, et notamment si vous êtes national étranger, ou alors que vous n'avez jamais travaillé en France du tout et que vous souhaitez continuer à cotiser dans votre pays natal ou dans le pays où vous avez déjà travaillé avant de revenir en France. Donc c'est aussi une possibilité derrière de bénéficier d'une exonération complémentaire. Mais ce qui se fait le plus en pratique, c'est la partie impatriée au régime fiscal. Donc d'abord de bénéficier d'une exonération en France au titre de sa prime d'impatriation. Et la prime d'impatriation, elle se calcule soit pour un montant réel, donc vous fixez dans le cadre de votre recrutement un montant réel de prime d'impatriation, d'un complément de rémunération, donc un supplément au-dessus de votre salaire de base, qui sera votre prime d'impatriation, ou alors vous avez une rémunération nette totale, sans complément de rémunération en tant que tel, et sur lequel vous allez opter pour un montant forfaitaire égal à 30% de votre rémunération, tout en sachant que pour le régime impatrié, on parle en matière de rémunération nette imposable. Donc ce qui fait que
à la fin de l'année, quand vous connaîtrez votre rémunération nette imposable, votre prime d'impatriation sera égale à 30% de ce montant-là. Donc la première chose à bien faire en pratique, c'est de mentionner cette prime d'impatriation dans votre contrat de travail ou alors un avenant à votre contrat de travail signé avant la prise de fonction pour pouvoir bien matérialiser que votre employeur a souhaité vous recruter et vous faire bénéficier du régime impatrié, puisque c'est un motif important de rejet du régime impatrié, puisque souvent dans le cadre d'un contrôle, l'administration fiscale va vous demander de communiquer votre contrat, et si dans ce contrat vous n'avez pas cette prime, vous avez souvent la position du service qui va vous dire que vous n'êtes pas éligible. Alors, il y a de la discussion aussi sur ça, on n'a pas de jurisprudence qui permet de dire est-ce qu'il faut une prime ou pas dans le contrat de travail pour en bénéficier, mais en pratique, on voit que l'administration fiscale est plus ou moins ouverte à faire accepter le régime impatrié si vous n'avez pas mention de la prime d'impatriation dans le contrat. Donc faites, par mesure de prudence, mention de la prime dans votre contrat de travail, pour que vous puissiez bénéficier de ces 30% d'exonération, ce qui se fait le plus couramment pour ne pas toucher sur le montant de salaire de base. Et ce qui vous permettra, comme je l'ai dit, de regarder en fin d'année sur votre bulletin de salaire du mois de décembre de l'année quel est le montant net imposable et derrière d'enlever 30% pour connaître le montant exonéré de prime et également le montant net imposable qui sera, lui, soumis à l'impôt sur le revenu. Alors la deuxième grosse limite en pratique qu'on voit apparaître dans le cas de contrôle avec l'administration fiscale, c'est sur la rémunération de référence. À la fois de bien mentionner votre prime dans le contrat et deuxièmement de bien justifier quelle est votre rémunération de référence par rapport à votre activité. Puisque la règle nous dit que vous pouvez opter pour une prime d'impatriation qui sera exonérée, sauf qu'il ne faut pas que cette prime d'impatriation soit incohérente par rapport finalement au prix du marché de votre fonction. Donc on va regarder par rapport à des fonctions analogues dans l'entreprise ou à défaut dans des entreprises similaires, quelle est la rémunération de référence pour votre profil de poste par rapport à votre activité spécifique, votre expérience, ce qui nous permettra de fixer un plafond maximum d'exonération potentiellement qui viendrait limiter ces 30%. Et vous dire que vous ne pourriez bénéficier que d'une prime de 20%, en lieu et place de 30%. Donc là, il y a un travail à faire et comme c'est de l'appréciation, l'administration fiscale a aussi son rôle inverse de donner ses propres chiffres et de contester votre valorisation de la rémunération de référence. Donc c'est un travail également à faire avec votre employeur, au moins faire un benchmark sur votre activité pour pouvoir en cas de contrôle donner ces informations et les explications de comment vous avez déterminé cette rémunération de référence, tout en sachant que l'administration fiscale a son droit d'appréciation et de contester, même si vous avez fait tout ce travail, la valorisation et la rémunération de référence que vous avez. On a également là en jurisprudence beaucoup de jurisprudence qui lie les joueurs de foot du Paris Saint-Germain et là effectivement on a la jurisprudence avec Claude Makélélé qui a permis de dire que même au sein des joueurs de foot, d'une équipe de joueurs de foot, on doit apprécier par profil de poste, donc attaquant avec attaquant, milieu avec milieu, défenseur défenseur, pour déterminer la rémunération de référence. Vous voyez, il y a tout un travail qui va être encore plus problématique quand vous êtes seul et unique dans votre société, ou alors avec une fonction très très précise. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit initialement, en cas de contrôle fiscal, on va vous demander une attestation de l'employeur qui justifie des modes de détermination de votre rémunération de référence. Et comment vous pouvez justifier que vous gagnez bien plus que la personne qui a des fonctions analogues à la vôtre et qui travaille en France. Puisque le but, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir justifier en cas de contrôle que si sur votre rémunération nette imposable, vous enlevez 30% de primes exonérées, vous restez toujours avec un salaire supérieur ou égal au salaire d'une personne qui a des fonctions analogues en France. Donc c'est pour ça que, comme j'ai dit, on va vous demander en cas de contrôle votre contrat de travail pour voir s'il y a une mention du régime impatrié et une attestation employeur qui justifie comme quoi vous avez été recruté depuis l'étranger et également que votre rémunération nette de la prime d'impatriation est au moins égale à celle versée au titre de fonction analogue dans l'entreprise ou une entreprise similaire établie en France. Donc c'est un point très important à prendre en compte et pour vous aider un petit peu mieux à comprendre sur le calcul, faire un petit peu de maths, si par exemple on prend une rémunération totale de 200 000 € net imposable
annuel, donc vous avez perçu ce montant-là net imposable, donc sur lequel vous payez de l'impôt sur le revenu. Vous pourriez normalement, si vous avez pris le choix d'un montant forfaitaire, diminuer ce montant imposable d'une prime d'impatriation de 30%, donc de 60 000 euros, ce qui ferait un montant net imposable uniquement de 140 000 euros, 200 000 moins 60 000. Mais si vous vous apercevez que dans votre entreprise, cette rémunération de référence pour des fonctions analogues à la vôtre est plutôt de 150 000 euros, effectivement, vous serez limité par cette rémunération de référence et votre rémunération imposable, donc soumise à l'impôt sur le revenu, sera de 150 000 euros et pas de 140 000 euros, puisque vous êtes limité par cette rémunération de référence. Et votre prime également, du coup, ne sera plus de 60 000 euros, mais seulement de 50 000 euros. Donc faites bien attention à faire ces calculs. Et également, autre problématique technique, on va dire, qui se retrouve en matière déclarative. Pensez bien du coup à faire vos calculs chaque année dans le cadre de votre déclaration de revenus, puisque c'est un régime déclaratif. Et pensez bien également à reporter les exonérations dans vos déclarations, puisqu'il ne faut pas juste simplement mettre le montant de votre prime d'impatriation dans la partie spécifique salarié impatrié. Il faut aussi enlever la prime d'impatriation du montant imposable dans la catégorie traitement et salaire. Donc dans cette case 1AJ ou 1BJ, si vous êtes déclarant 1 ou 2 selon votre situation fiscale. Mais donc pensez bien à ça, parce que c'est typiquement ce qui peut arriver. Vous pensez bénéficier du régime impatrié en mettant le montant de votre prime d'impatriation dans la case spécifique prime d'impatriation, mais comme vous n'avez pas enlevé cette prime exonérée du montant total de rémunération nette imposable, vous restez imposé sur la rémunération qui était indiquée. Et en fait, l'administration fiscale comprend que le montant total qui aurait dû être imposable, c'était votre rémunération plus la prime que vous avez indiquée. Donc pensez bien sur le montant net imposable qui est indiqué à enlever la prime d'impatriation si elle n'a pas été enlevée. En complément, la deuxième partie qui est aussi très défiscalisante, c'est le prorata d'exonération au titre de l'activité à l'étranger. Donc comme j'ai dit, il faut que ce soit une activité dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur. Donc pas de télétravail à l'étranger. Mais par contre, si vous avez des déplacements à l'étranger, dans le cadre de votre activité, vous pourrez diminuer en complément votre rémunération imposable. Donc soit ça sera déterminé en amont dans votre contrat de travail, soit fait de manière forfaitaire au prorata des jours passés à l'étranger. Mais vous devrez dans tous les cas bien le justifier en cas de contrôle de l'administration fiscale. Et ce qui pourrait potentiellement arriver à avoir une exonération de 40-50% de votre rémunération nette imposable, prime d'impatriation comprise. Puisque effectivement, il y a quand même des plafonds globaux qui vont s'appliquer sur ces deux exonérations, prime d'impatriation plus activité à l'étranger, qui est le premier plafond le plus couramment utilisé, qui est que sur votre exonération que vous aurez en France en matière d'impôt sur le revenu, si vous additionniez la prime d'impatriation limitée à la rémunération de référence plus votre prorata d'activité à l'étranger, vous ne pourrez pas réduire à plus de 50% votre rémunération totale imposable. Ce qui fait que si vous touchiez 200 000 euros, pour reprendre l'exemple précédent, de rémunération totale annuelle, et que vous avez eu beaucoup d'activités à l'étranger, plus une prime à 30% potentiellement non limitée, vous ne pourrez pas être exonéré à plus de 100 000 euros. Ce qui fait que si on reprend notre exemple avec une rémunération totale de 200 000 euros, on a vu qu'on avait opté pour 30% de prime d'impatriation, mais qui était limitée par notre rémunération de référence à 150 000 euros. Donc on a uniquement une prime de 50 000 euros. Donc pour le moment, on est sur une rémunération imposable de 150 000 euros. Mais peut-être que vous avez eu une activité importante à l'étranger, 3 mois, 4 mois, qui vous permettrait d'avoir une exonération complémentaire de 60 000 euros. Et là, si on additionne la prime limitée par la rémunération de référence à 50 000 euros plus les 60 000 euros d'activité à l'étranger, on arrive à un total de 110 000 euros exonérables. Sauf qu'on a vu qu'il y a ce premier plafond de 50% de la rémunération totale annuelle qui fait que dans votre déclaration de revenus, vous ne pourrez bénéficier que d'une exonération à hauteur de 100 000 euros sur votre rémunération totale imposable. Donc quand même 50% de votre rémunération est exonérée grâce au régime impatrié, mais c'est limité par ce plafond. Et il existe aussi un deuxième plafond qui va être à calculer à chaque fois et chaque année par rapport au montant d'activité à l'étranger que vous aurez et qui est
une exonération de l'activité à l'étranger à hauteur de 20% de la rémunération imposable nettée de la prime d'impatriation. Donc il faut faire les calculs chaque année par rapport aux rémunérations finales annuelles en net imposable et savoir déjà est-ce que vous pouvez bénéficier de la prime d'impatriation forfaitaire de 30% en intégralité. Est-ce qu'elle a été limitée ou pas par la rémunération de référence? En complément, quel est le prorata d'activité à l'étranger et de jours passés à l'étranger qui vous permet d'avoir une exonération complémentaire? Vous faites le total et derrière, est-ce que le total prime d'impatriation plus activité à l'étranger est limité par les plafonds globaux, donc notamment 50% de votre rémunération nette imposable? Oui, non. Et si vous êtes limité, vous allez marquer le montant imposable dans la partie traitement et salaire et la partie exonérée, vous aurez réduit du montant imposable dans la partie salaire et primes exonérées. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, tout est à justifier, tous vos calculs seront à justifier en cas de contrôle parce qu'on va vous demander dans tous les cas de dire à l'administration fiscale quelle est la répartition prime d'impatriation plus rémunération pour activité à l'étranger et quelles sont les options que vous avez choisies, prime d'impatriation forfaitaire, oui, non à 30%, et également est-ce que vous avez fait également quel choix de plafond global tel que 50% de la rémunération totale vous avez appliqué. Donc tout ça, ça sera à justifier en cas de contrôle de l'administration fiscale sur le régime impatrié. Enfin, au titre de l'impôt sur le revenu en tant que tel, vous avez également une exonération sur vos revenus patrimoniaux étrangers. Donc là, je vous renvoie au site de l'administration fiscale qui a beaucoup plus détaillé les obligations fiscales que ce qu'il existait quand on a fait nos premières vidéos il y a presque 5 ans, qui montre que vous pouvez avoir une exonération. Alors là, c'est juste impôt sur le revenu, vous payez toujours les prélèvements sociaux à 17,2%, mais sur vos plus-values, dividendes, droits de propriété intellectuelle, si c'est des revenus de source étrangère et qui répondent à certaines conditions, vous avez le droit à un abattement de 50% sur l'impôt sur le revenu. Donc, pour schématiser rapidement, si vous payez la flat tax à 30% sur cette rémunération, quand vous êtes résident fiscal classique, avec le régime impatrié, vous allez payer 17,2% de prélèvements sociaux, plus 6,4% d'impôt sur le revenu, ce qui fait un taux total de 23,6% en lieu et place de 30%. Donc là également, vous aurez un reporting spécifique pour pouvoir bénéficier de ces exonérations complémentaires. Mais pensez-y, parce que ça arrive souvent que vous ayez des titres et actions à l'étranger et qui, derrière, vous ouvrent droit à des dividendes ou que vous ayez fait des plus-values à l'étranger. Donc comme je l'ai dit, effectivement, le régime impatrié, c'est plutôt un régime déclaratif, avec en première étape un travail à faire avec votre employeur pour justifier des conditions de rentrée dans le régime, notamment mention dans le contrat de travail, justification de la rémunération de référence. Et ensuite, lorsque vous ferez votre déclaration de revenus, vous aurez les calculs à faire pour justifier le montant imposable et le montant exonéré, en pensant bien à enlever le montant exonéré du montant imposable total. Normalement, votre employeur n'a pas énormément de choses à faire de son côté, à part vous aider à mettre en place ce régime et également à déclarer aux impôts dans sa déclaration sociale, par principe, la partie exonérée et la partie imposable. Et là encore, si l'employeur vous suit sur le régime impatrié, il peut également mentionner dans votre bulletin de salaire une ligne spécifique qui comporte le calcul du régime impatrié, notamment de la prime d'impatriation pour la partie nette imposable. Donc chaque année, vous aurez bien ces calculs à faire, de calculer votre prime d'impatriation sur la rémunération nette totale imposable, plus le prorata d'activité à l'étranger, voir si vous êtes limité par les plafonds, soit rémunération de référence pour la prime d'impatriation ou par les plafonds globaux, et également si vous avez perçu des revenus patrimoniaux étrangers. En complément, il y a d'autres spécifications qui s'ouvrent pour vous lorsque vous étiez résident fiscal à l'étranger, notamment des avantages en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Également, comme je l'ai dit, le régime social impatrié qui peut être très optimisant lorsque vous avez une grosse rémunération et que vous ne souhaitez pas cotiser à la retraite en France, puisque là vous avez une optimisation sociale en plus d'une optimisation fiscale.
Également, il faut penser que quand vous êtes nouveau résident, vous avez également des plafonds spécifiques de déduction pour le plan épargne retraite, qui lui, dans ce cas-là, sera triplé. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des questions en matière d'impatriation et des exonérations fiscales et ou sociales. Pensez bien, quand vous arrivez en France, à mettre en place ce régime parce qu'il est quand même très optimisant, même s'il y a des règles et des conditions à bien respecter et notamment à justifier en cas de contrôle de l'administration fiscale. On voit que les contrôles peuvent être quand même fréquents vu que vous avez une belle exonération, au moins en matière d'impôt sur le revenu. Et enfin, la conclusion de la conclusion, si vous êtes déjà en France et que vous n'avez pas appliqué le régime impatrié, il n'est pas forcément trop tard. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une réclamation et demander l'application du régime impatrié de manière rétroactive en fournissant tous ces éléments et en faisant les recalculs des montants exonérés et imposables et pour demander à l'administration fiscale, sur par principe les 2 dernières années, un remboursement d'impôts. Donc voilà, on a mis aussi à disposition un petit simulateur qui vous permet de savoir si vous êtes éligible ou pas au régime impatrié. Et on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et pour vous former et informer en fiscalité. Merci.